Bonsoir, bienvenue. Ben voilà, nous on est très contents de voir de nouvelles personnes, de nouvelles forces au DK. Et donc il y a peut-être des gens qui habitent Saint-Gilles ou ailleurs qui se demandent ce que c'est que le DK. Il y en a d'autres qui sont des habitués. Et donc c'est le lieu où les actrices et les acteurs étant présents essaient de se réunir, où on se réunit. Et en fait cet espace, on est très content aujourd'hui d'inviter Ricardo. Merci beaucoup d'être là. Merci à Attac, merci pour l'organisation. Donc en 2013, quand ArcelorMittal a fermé, on s'est dit garder l'outil pour en faire quoi? Ça sert à rien. Donc c'était avec les métallos, le feu, et ils se sont tournés vers qui? Vers la terre, vers la Fugéa, au moment de la crise du lait. Et à ce moment-là, on a dit, bon, bah ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est arrêté. On a commencé à faire des marches, on a fait les marches des communs, on a fait la marche de la réparation, une dizaine de jours, à travers la Wallonie, on a été dans les différents endroits, et on a commencé à discuter avec les gens. Et donc on a mis en place des contre-dispositifs, et on a dit, de toute façon, nous, ce qui nous reste, c'est créer pays dans le pays. C'est de mettre le feu, la terre, les différents éléments ensemble, les différentes forces, et de créer autre chose. Aujourd'hui, on discute justement de l'eau. C'est très intéressant pour nous d'avoir cet élément-là en plus. Et donc ici, c'est une topie. C'est juste un endroit, à Saint-Gilles. On est très content d'être ici, place Bethléem, parce que c'est quand même un endroit populaire, c'est un endroit qui vit. Je crois qu'en Belgique, c'est où il y a le plus de jeunes de moins de 16 ans qui vivent. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur la justice sociale, fiscale, climatique, migratoire? Ben, évidemment, c'est lié. Pour nous, tout est lié. De se dire, comme nos amis des Gilets jaunes, fin du monde, fin du mois, ben, c'est, oui, clairement le même combat. Et donc voilà, on peut organiser ceci, mais cet espace est ouvert à toute personne qui a envie de venir. On est ouvert le lundi, les mercredis, les jeudis. Il y a une boutique de lutte, avec tous les produits de lutte, différentes coopératives, différents endroits dans le monde, que ce soit le Café Zapatiste, que ce soit les gens de Rojava, que ce soit les gens de Marseille qui ont fait 1336 jours de grève pour arriver à faire un thé à une coopérative et sortir du système capitaliste. Pour nous, de toute façon, sortir du capitalisme, ça nous semble évident, et que ce que nous vous allons proposer, nous sommes notre propre proposition, ne peut pas être pire que ce qu'on vit aujourd'hui. On voit, on l'a dit, il y avait encore la manif hier, le monde brûle, le monde est en feu, à nous d'en faire autre chose. Et voilà, bienvenue ce soir, bienvenue au DK. N'hésitez pas à venir et poser des questions et à vous réinvestir dans le lieu parce que ce lieu est votre lieu et notre lieu à toutes et tous. Merci beaucoup. Eh bien, d'abord, je vais vous remercier d'être assez nombreux ce soir. C'est assez gai pour pouvoir entendre Ricardo Petrella. Je vais avoir le redoutable honneur de le présenter parce qu'il a une carrière finalement très foisonnante et qui va dans beaucoup de directions. Et donc, le remercier aussi d'être venu nous ce soir pour nous abreuver de ses paroles. Ricardo Petrella a une formation de politologue et d'économiste. Et il est d'ailleurs titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales de l'Université de Florence. Avec de telles formations, il a assumé pas mal de fonctions. Et il y en a une qui est peut-être plus significative, c'est le fait que pendant 16 ans, il a dirigé le programme FAST, qui s'occupe de sciences et des technologies au sein de la Commission européenne. Il a aussi été professeur dans de nombreuses universités, nombreux endroits, et plus particulièrement peut-être à l'Université catholique de Louvain, où il a enseigné la mondialisation de l'économie. Il est aujourd'hui professeur émérite de l'université de l'UCL. Ricardo Petrella a été nommé docteur honoris causa de plusieurs universités, mais la liste est trop longue pour que je la déroule ici. Il faut signaler aussi qu'il a créé, parmi d'autres choses, le groupe de Lisbonne, qui regroupait 21 personnes originaires de pays ayant des formations différentes, qui analysait de manière critique la forme actuelle de la mondialisation. Dans tous ces multiples investissements, il y a un fil rouge qui se détache et c'est celui de l'eau. Effectivement, dès la fin des années 90, à partir notamment du Manifeste de l'eau, un des nombreux livres qu'il a écrits, il se bat constamment pour que l'eau soit reconnue comme un bien commun, public et universel. Pour défendre ce combat, il a créé de nombreuses encore organisations, de nombreux groupes,
et notamment on peut signaler le Comité international pour un contrat mondial de l'eau. Il a aussi initié l'Université du bien commun qui se déroule à la fois en Italie, en France et en Belgique. Au travers de toutes ces luttes, finalement, Riccardo Petrella, s'indignant de la privatisation de la distribution de l'eau, a élargi un peu son combat et aujourd'hui il se bat contre la brevetisation et l'accaparement de toute une série d'éléments qui devraient rester des biens communs. On pense à l'eau évidemment, mais aussi à l'air, au sol, au sous-sol et aux ressources génétiques, et il y en a encore d'autres. Aujourd'hui, ces propositions généreuses, Riccardo les défend notamment au sein de l'Agora des habitants de la Terre, une organisation internationale dont il parlera sûrement. Et je lui cède donc la parole. Bon après-midi à vous toutes et à tous. Je suis très heureux d'être de nouveau ensemble avec des groupes d'attaque ici à Bruxelles. Ça fait plusieurs, maintenant 2 années que je n'avais plus contact avec Attaque Bruxelles. Et ça, c'est pour moi un honneur, un plaisir. Un plaisir aussi de remercier Alain pour son introduction. C'est dommage qu'il s'est arrêté. Parce que le moment le plus beau pour moi, c'est quand on me présente. Et maintenant, au contraire, je dois commencer à travailler. Et au lieu d'avoir des chômages ou des félicitations, j'aurais peut-être des critiques, il faut me battre, etc. Donc, tu aurais pu continuer un tout petit peu plus. D'autant plus qu'avec Alain, on a été compagnons de route dans le domaine de l'eau. Alain était une des personnes clés d'une autre organisation qu'on avait créée ensemble ici à Bruxelles avec le Comité européen pour la politique de l'eau, etc. Donc ça fait des années qu'on mène la bataille ensemble. Ceci dit, je vois que tu as le micro à côté de toi, tu veux intervenir de nouveau. Mais je voulais préciser effectivement que l'organisation de cette soirée, on va donc entendre Riccardo à peu près 3 quarts d'heure, et puis il y aura un débat, des questions et réponses où vous pourrez intervenir. Voilà, je suis donc content de pouvoir intervenir et parler du problème de l'eau, mais dans le contexte général du fait que notre époque, notre moment, est caractérisé par une destruction systématique des droits universels à la vie. Et s'il y avait une hiérarchie, l'un des droits universels à la vie fondamentaux, c'est l'eau. Et il n'y a pas moyen, c'est banal et stupide presque à dire, il n'y a pas moyen de vivre sans eau. Donc, par définition, l'eau est au début de tout commencement. Et on peut noter aujourd'hui, être triste, que hier, les Chiliens, 60% des Chiliens, aient bloqué, rejeté pour l'instant, la proposition de nouvelle constitution du Chili qui était marquée par le fait que c'était la seule constitution au monde qui avait formellement déclaré à l'article 5 de l'ancienne, ou ce qui reste encore permanente, à l'article 5, la constitution chilienne dit que l'eau est un bien privé et de propriété privée. C'est la seule. Comme par exemple, il y a uniquement 9 constitutions dans le monde qui ont explicitement reconnu que l'accès à l'eau est un droit universel. Normalement, ce sont des lois nationales qui régissent le régime de traitement de l'eau dans nos sociétés. Et le fait que l'eau ne soit pas incluse dans les traités constitutionnels de nos sociétés, la dit long sur la manière par laquelle nos sociétés, effectivement, ont un regard sur l'eau et sur la vie. Et c'est important, ce rappel, parce qu'au contraire, la nouvelle constitution élaborée grâce à une participation unique aussi dans l'histoire des démocraties occidentales et du monde, avec la participation des gens,
ça a été véritablement une constituante du peuple, c'est qui a produit la nouvelle constitution chilienne, eh bien, dans la nouvelle constitution chilienne, il était reconnu l'eau comme bien commun et explicitement se reconnaissait également le principe de l'eau en tant que droit universel. J'insiste beaucoup sur ces deux termes, droit universel et bien commun, parce qu'ils sont indissociables. Et il n'y a pas de droit universel pour tous, la communauté, l'humanité, l'ensemble des peuples n'ont rien en commun. Et n'ont en commun cet élément essentiel pour la vie qui est l'eau. Et on ne peut pas penser de réaliser le droit universel à l'eau en l'absence de la reconnaissance de l'eau en tant que bien commun public. Quand on dit bien commun, signifie pas seulement un bien en commun, c'est-à-dire qu'on utilise, on organise, on exploite ensemble, comme par exemple les fours urbains ou bien les petits jardins urbains dans nos villes. Commun signifie qu'il y a un moyen d'existence. Commun vient du latin cum munis. Munis, c'est la munition, munis. Et c'est donc l'instrument qu'on a ensemble. Et public parce que s'il est ensemble, s'il y a des essentialités de cette eau pour la vie, il faut que ce soit la communauté qui soit responsable, in primis, de l'eau. Responsable du point de vue notamment financier. Si quelque chose nous appartient à tous et il y a des coûts, ces coûts doivent être pris en charge par la collectivité. Donc, il est essentiel de rester de manière fixe sous ce binôme. Il y a un bien commun parce qu'il y a des droits, il y a des droits universels, parce qu'il y a des biens communs publics et mondiaux, on en verra peut-être tout à l'heure. Or, pourquoi j'insistais sur ce binôme ? Parce que la société contemporaine, à l'échelle mondiale, a pratiqué la tendance d'abord de dissocier le binôme. Par exemple, dans le courant de la troisième voie, vous savez, dans les années 70, il y a eu un déclin fantastique des forces progressistes, des forces dites de gauche, parce que la majorité de ces forces progressistes avaient cru qu'on ne pouvait pas lutter et vaincre le capitalisme. Et que donc la meilleure façon, tout à l'heure on a parlé de ça, la meilleure façon c'était de non pas seulement adoucir, mais de transformer gentiment, de faire en sorte que on passe de cette barbarie, de cette violence typique du capitalisme agricole, industriel et surtout financier, à un capitalisme responsable. Et que donc, c'était entre le bolchevisme ou le communisme et le marché, et toute une série de forces progressistes ont accepté l'idée qu'il y avait la troisième voie, ni marché ni État, ce qui était terrible parce qu'on ne peut pas vivre sans marché, sans État. Mais ni État ni marché, eh bien, on avait proposé donc que les sujets privés, les détenteurs de capitaux privés, pouvaient devenir sujets de gestion et de propriété de l'eau et de la gérer et de l'exploiter, de la valoriser, de la mettre en commerce, de la distribuer à but lucratif. Pour être précis, à partir des années 70, c'est la génération de Schröder, de Prodi, de l'anglais, maintenant m'échappe, hein, exactement, celui qui après a fait la guerre à Irak également. Et donc, Blair et les autres avaient essayé de donner une réponse pragmatique, disait-il, parce qu'ils partaient de l'idée qu'on ne pouvait pas combattre le capitalisme. Aujourd'hui, toute la question du débat entre nous, entre la société civile, entre radicaux et modérés, radicaux, pragmatistes, pragmatiques, etc., c'est là. C'est encore aujourd'hui
il y a beaucoup d'associations de par le monde, de la société civile, même progressiste, qu'il faut respecter, bien entendu, qui pensent qu'on ne peut pas être radical parce que c'est sans aboutissement. Il n'y a pas de voie de sortie avec la radicalisation des positions. Alors qu'ils acceptent et ils admettent la radicalité structurelle et fondamentale des sociétés actuelles qui s'inspirent au principe de la maximisation de l'accumulation du capital et de son rendement, exprimé comme la richesse possible et imaginable existante. Je reviens donc à ce binôme. D'autant plus que l'annulation du contact, de ces liens étroits, s'est traduit par des principes qui aujourd'hui nous tous, peut-être nous digérons, si vous permettez cette expression, sans s'en rendre compte. Et le fait qu'on a dissocié les deux, et d'abord on a attaqué les principes du bien commun en disant non, le bien commun public, le public c'est un mauvais gestionnaire, le public écoute. Rappelez-vous même tous ces mouvements et ces projets de recherche, même de la gauche, qui disaient combien nous coûte l'État, combien nous coûte l'Europe, combien nous coûte la démocratie, etc. On a réussi à nous laver dans notre cerveau le concept même de bien commun, public. Et alors on a dit que les sujets privés pouvaient gérer et qu'il n'était pas hors de la raison que même des sujets privés, bien entendu dans un contexte de système qui vise la croissance, et donc la richesse de tout le monde, etc., pouvaient gérer l'eau. Et ça a été la marchandisation de l'eau et la privatisation de l'eau que vous tous connaissez, donc j'insiste sur ce point. Mais avoir éliminé le principe même qu'il y ait des biens communs essentiels pour la vie qui doivent être retenus des biens communs publics et mondiaux, eh bien, a ouvert la porte fantastique à la mise en question du droit universel à l'eau et aussi après à la santé, à l'éducation, au logement. Il n'y a plus effectivement de principe, et pas dans la forme extrême de Brabeck, l'ancien président pendant 12 ans de Nestlé, qui a osé dire, sans être mis en prison, excusez-moi si j'ai l'air d'être un méchant, mais Brabeck affirma un jour que la plus grande crétinerie que les êtres humains aient pu concevoir, c'était le droit universel à l'eau. Explicitement. Brabeck. Est-ce que si je le disais moi une chose pareille contre le capitalisme, on me mettrait en prison par attentat à la vérité, quoi. Eh bien, cette idée a pénétré fortement dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont joués justement sur l'utilité et les coûts. Un droit, on toujours dit, a des coûts. Et donc, il y a des coûts économiques, financiers. Et qui doit alors payer les coûts? Ben, les utilisateurs, les bénéficiaires de l'eau, ceux qui utilisent l'eau, les consommateurs. Et pourquoi il doit y avoir des coûts monétarisés? Eh oui, parce que la valeur des choses, c'est l'échange. Et l'échange, c'est les marchés. Et les marchés, c'est effectivement la rencontre de besoins, pas des droits, de besoins entre des gens qui ont besoin de choses et les autres qui les produisent et les distribuent. Et cette manière très simple d'argumenter était puissante, parce que les gens étaient convaincus qu'il n'y a que le marché qui peut produire et distribuer de manière efficace, sans coût aux consommateurs excessifs. Et donc, les prix et les paramètres de définition de la valeur des choses pour la vie. Et c'est ainsi qu'on peut résumer, par exemple, ces premiers éléments de réflexion, et de dire que nous sommes une société qui considère que la vie est son prix. La valeur de la vie est son prix. Vous êtes un ouvrier pauvre, travailleur pauvre, vous gagnez 800 € par mois. C'est ça la valeur de votre vie.
Vous êtes un grand opérateur financier et vous gagnez 25 000 ou 30 000, 50 000 euros par mois. C'est ça la valeur de votre vie. Et c'est à partir du moment qu'on dit pourquoi? Mais parce que tes expertises, tu les vends. Et il y a besoin des gens qui ont besoin de tes expertises. Et donc, tu te payes. Donc, ta vie vaut ton prix. Et aujourd'hui, votre bulletin de gaz, ça vaut quoi? Ça vaut les prix que les marchés, non pas marchés ordinaires, mais les marchés spéculatifs donnent à quoi? Au prix des négociations de départ du gaz. Donc, le prix du gaz qui vient de Moscou, par exemple, n'est pas celui qu'on vous facture ici. C'est facturé par les échanges spéculatifs sur le prix négocié au départ, et on travaille sur les prix négociés, et où? Dans les marchés, notamment d'Amsterdam. Et sort des négociations permanentes continues à la seconde, à la millième de seconde sur les prix négociés, qui alors changent des milliers de fois à la fois de par le monde, sort après les prix qui vous sera chargé dans la bullette de Engie. Ce n'est pas le prix qui a été négocié, ce n'est pas le prix vrai du coût réel du gaz qui a été extrait, etc., etc., etc. Et donc, c'est la valeur du marché spéculatif. Dans le marché spéculatif, il n'y a pas de droit. Allez à une bourse et vous dites où j'ai droit. Allez dans un magasin et il dit j'ai droit à ça. Vous voulez une voiture, vous allez dire j'ai le droit à la mobilité, donc vous devez mettre la voiture. Mais vous dites, ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a répondu maintenant sur le plan théorique et politique général? On ne parle plus de droit universel à l'eau, à la santé, etc. On dit qu'il faut affirmer les principes de l'accès à l'eau sur base équitable à prix abordable. Ça, c'est la définition actuelle de l'eau en termes de problèmes de droit, d'accès, etc. On ne parle pas de droit. Et si vous allez regarder ce qui est le document officiel, une espèce de Bible de l'agenda 2015 des Nations Unies, c'était les objectifs du millénaire, voilà, qui donc a engagé la nébuleuse des milliers de sociétés, de la société civile à laquelle je faisais référence tout à l'heure, en disant qu'il y a tas de gens qui sont de bonne volonté, qui ont de bonnes intentions, qui s'engagent avec une foi terrible, mais qui se considèrent et se disent progressistes, et en réalité font et pratiquent ensuite les conceptions dominantes des dominants. Et l'agenda des Nations Unies 2000-2015 parle non pas de droit à l'eau. Et la même chose, c'est l'agenda 2030, celle des objectifs du développement durable, 2015-2030. Et vous savez que ces agendas-là, c'est les cadres de référence de toutes les actions que tous les gouvernements, qu'après cette nébuleuse de sociétés, d'associations de la société civile appliquent, eh bien dans ces deux agendas, et regardez surtout celle qui est en vigueur à l'heure actuelle, vous allez voir l'objectif 6 des objectifs du développement durable. L'objectif 6 parle pas des droits. Il dit d'accès à l'eau sur base équitable. Vous savez bien pertinemment que l'équité n'est pas la justice. Ça fait partie, l'équité, de la vision un tout petit peu vers la justice, mais ce n'est pas la justice. L'équité, à différence de la justice, amène des diversités. La justice, c'est l'égalité totale. L'équité signifie que toi, pour des raisons différentes, tu peux avoir mieux que l'autre, quoi. Et à prix abordable. Alors, c'est extraordinaire. À prix abordable. En principe, on penserait que, même un tout petit peu, que l'abordabilité, le principe d'abordabilité serait pour le consommateur. Pas du tout. C'est le prix abordable pour le producteur, c'est-à-dire
tu me payes un prix qui est abordable pour moi parce que me permet un taux de profit, de retour sur l'investissement que j'accepte, qui pour moi est bon. Parce que je ne veux pas te donner l'eau à un prix qui n'est pas abordable, dans le sens qui n'est pas assez profitable pour moi. Et je crois que ça, c'est un peu le cadre de la réflexion à laquelle je voulais vous proposer sur un point, non pas d'introduction, mais comme première partie. À partir de cette situation, on peut comprendre un tas de choses. On peut comprendre le problème de la gestion. Alors la gestion, nos sociétés ne gèrent pas un droit. Nos sociétés gèrent quoi? Une ressource. Et la nature, la fonction de la ressource naturelle ou artificielle, c'est quoi dans nos économies? D'être utile, d'être profitable. Aussi bien pour le consommateur que pour le producteur. Et là revient une chose fondamentale, c'est-à-dire nous sommes une société qui a remplacé le concept de droit parce qu'elle est devenue amoureuse du concept d'utilité. C'est quelque chose qui n'est pas utile, n'a pas de sens dans nos sociétés, n'a pas de valeur. Pourquoi devriez-vous utiliser quelque chose qui n'est pas utile? Pourquoi devriez-vous utiliser un bois de mauvaise qualité? Pourquoi devriez-vous sauvegarder un fleuve qui est tempestueux, qui est contaminé, etc.? Pourquoi devriez-vous habiter dans un logement qui ne vous rapporte pas? Et ainsi de suite. L'utilité, je crois qu'il faut se mettre à la tête, l'utilité est, comme pour les chrétiens, est Dieu. Les chrétiens croient à Dieu, les autres, les capitalistes et nous, croyons à l'utilité. Et l'utilité est la mère de tout. C'est quelque chose, et même du point de vue philosophique, à partir de la fin du XIXe siècle, les économistes, mes collègues de l'époque, qui d'ailleurs je les appelle collègues parce que moi je me considère non pas un économiste des marchés, quoi. Je considère qu'un économiste, c'est un philosophe. Un économiste, c'est un économiste politique. Moi, je me suis toujours défini un économiste politique. Pas un économiste du court terme, ou un économiste marchand, un économiste financier. L'économie a toujours été une philosophie. Et une morale aussi. Eh bien, au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, le concept d'utilité s'est imposé parce que, toujours pour essayer de comprendre bien comment naît le prix des choses, on a inventé le concept de la valeur marginale. La valeur marginale signifie que les prix varient, et toujours en mouvement, en fonction de l'utilité ultime et de l'utilité permanente, structurelle à court terme, à long terme, des choses et des services. Expliquons de manière simple. Quand vous avez faim, vous mangez un morceau de pain. Le morceau de pain a une utilité terrible. Et vous en mangez davantage. Et à un certain moment, vous êtes satié. Et si on vous donne encore du pain, vous le jetez à la poubelle parce que vous êtes dégoûté, vous n'en voulez plus. C'est-à-dire qu'en fonction ou des besoins, des nécessités ou des choix, une chose ou un service a une utilité marginale qui varie en fonction de tant de critères, mais le critère fondamental est l'utilité. Vous n'avez plus besoin d'un morceau de pain une fois que vous avez déjà mangé presque un pain. En revanche, si vous avez faim et vous voulez manger du pain, alors l'utilité est immense. Et plus le bien est rare, c'est-à-dire capable de satisfaire vos besoins ou vos droits, plus l'utilité compte. Et c'est ça qui aujourd'hui encore est à la base de tout ce que nous sommes en train de faire comme économie.
Maintenant, par exemple, on vous dit, bah, on substitue les énergies fossiles, et on vous explique pourquoi. Parce que ce n'est plus utile d'avoir les énergies fossiles, parce qu'ils sont condamnés pour des raisons à justes ou à mauvaises raisons, ils ne sont plus acceptés, etc. Voilà. Et l'acceptabilité des choses également est un problème fondamental. Parce qu'il n'y a pas d'utilité sans acceptabilité par la société. Et vous savez que désormais, je fais une petite parenthèse, aujourd'hui, la fixation du prix des choses n'est plus basée uniquement par les coûts et la valeur des facteurs de production. À l'échelle générale, ce sont les prix spéculatifs qui définissent les prix. Un facteur plus spécifique et sectoriel, quand quelqu'un veut vendre un produit, un yogourt ou un livre, aujourd'hui, la fixation des prix s'est faite en fonction d'un calcul qui n'a rien à voir avec les facteurs de production, mais qui a en fonction de l'acceptabilité par les consommateurs d'un prix. Et donc, si on met la valeur d'un billet d'un grand festival, c'est jusqu'où je peux aller par des études qui me permettent que les gens viendront, même si je mets ces prix-là. Mais je m'arrête avant si je constate que cela ne serait pas acceptable. J'ai encore élargi un tout petit peu l'analyse parce que, revenons à la question de la gestion, aujourd'hui on gère des ressources. Et donc des ressources qui doivent obéir à la logique de la rentabilité, de son utilité. Et à partir de ce moment-là, la gestion ne devient plus politique. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus de public. Et c'est pour ça qu'on a détruit la démocratie. Et c'est pour cela qu'on a détruit l'État. Quand on met sur un pilier, comme ici dans cette cave, et un pilier, on met l'utilité, ben l'État n'existe plus. La notion d'État disparaît. Parce que la notion d'État a une finalité des intérêts collectifs. C'est ce qu'on appelait la res publica, la République. Hein? Les Français ont bien saisi l'idée de res publica, parce qu'ils ont fait de la République un concept politique. La culture républicaine, la vie républicaine, etc., etc. Si vous éliminez donc l'idée des finalités, des droits, etc., c'est parce que vous mettez l'utilité, eh bien l'utilité n'a pas besoin de l'État. Pour gérer l'eau, les distributeurs vivacois n'ont pas besoin de parler ou de le faire au nom de l'État. Et là, l'intérêt de le faire au nom de qui? Des détenteurs de capitaux et des consommateurs d'eau. Et quand ils font des discours vivacois aussi, ici, quand ils font des discours, ils disent, mais nous, on pense d'abord à gérer bien les ressources qu'on nous a données, et ensuite à gérer bien, en termes de qualité, disponibilité, accessibilité, etc., et des prix abordables, l'eau pour les consommateurs. Donc, on ne peut pas avoir une gestion démocratique, on ne peut pas avoir une gestion juste, on ne peut pas avoir une gestion éthique, on ne peut pas avoir une gestion sociale de l'eau si l'eau est une ressource qui doit être utile. Et la même chose, c'est vos hôpitaux. Si un hôpital ne rapporte pas, on ferme. Si une section, une pédiatrie podologique ne rapporte pas de l'argent, on la ferme dans l'hôpital. On s'en fout éperdument de savoir s'il y a des gens qui ont besoin d'un podologue. Et c'est pour cela qu'on vous envoie maintenant à des bureaux pendant que l'autre est fermé, puisqu'elle n'est pas. Et désormais, on a tellement segmenté les distributions des services qu'avant de pouvoir mettre ensemble toute la mosaïque des services, pour avoir l'optimisation de votre droit, ben, vous pouvez passer des mois, des semaines, voire des années. Deuxième conséquence, si on gère la ressource, et on gère tant que la ressource
rapportent. Alors, on peut faire des activités industrielles, minières, et dévier les fleuves, on s'en fiche. Et ils peuvent, des populations entières, les connaissez, les populations d'Amérique latine, et notamment les indigènes, se battent depuis des années, des décennies contre ça, contre les industries minières, parce qu'arrive, et après quelque temps, et les rivières, et les lacs, les nappes sont complètement détruites, sont complètement déviées. Ils dévient des fleuves pour arriver à alimenter les activités d'extraction. Avec l'accord du pouvoir public et avec la connaissance de tout le monde que ces fleuves sont déviés pour satisfaire les besoins de la minière XY. C'est une ressource. Elle est utile. Et si après-demain manque, ben on a un chapitre important qu'on n'aura pas le temps de discuter ce soir. Si un jour la ressource naturelle manque, ne vous en faites pas, ils nous disent. On va faire le fleuve artificiel. On va faire l'eau artificielle. Et je vous invite à réfléchir, peut-être un autre jour, dans quelques mois, on pourrait se rencontrer pour discuter de l'artificialisation de la vie. Et donc du rôle important de la technologie qui détermine la plupart de ces choses grâce à la finance. Et donc, on vous dira, mais on va remplacer. On va remplacer des choses naturelles. On n'en a plus. Où est le problème qu'il n'y en a plus? Mais nous, avec la technologie, on va vous offrir le produit artificiel. Et les tomates disparaissent parce qu'on a fait une batterie qui a tout détruit. Peu importe, on va faire des tomates artificielles qui seront peut-être meilleures de goût, au goût de l'époque, en fonction des gens qui peuvent payer. Donc, ce concept qu'on gère la ressource a toute une série de conséquences négatives. Et celle qui est importante et qui revient en reprenant de notre point de vue, on gère un bien économique privé. L'eau est un bien économique. Et ils l'ont dit en 1992, la conférence de Dublin sur le développement durable et l'eau, qui a préparé le premier sommet mondial de la Terre, donc toutes des choses très officielles et très puissantes, parce que tous les États du monde étaient au sommet mondial de la Terre et de l'ONU, c'était des milliers, et ils ont décidé de faire ça. Eh bien, en 1992, a été affirmé le principe que l'eau n'est plus un bien social, n'est plus un patrimoine de l'humanité, n'est plus un bien d'utilité collective, c'est un bien économique. Et donc, doit être géré selon les règles de l'économie dominante. L'économie dominante est l'économie capitaliste de marché. Alors, le fait que j'ai fait référence qu'on peut même détruire les biens naturels, explique la sécheresse. Normalement, la sécheresse qu'on est en train de vivre ici, et je parle aussi devant quelqu'un qui s'y connaît, Alain, la sécheresse en Belgique, etc., c'est désormais, tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, sécheresse. Et tout le monde dit avec les dominants, il n'y aura pas d'eau. Parce que la sécheresse est une forme irréversible de rupture des cycles naturels. Ce n'est plus la sécheresse locale, parce qu'elle n'a pas plu pendant 2 mois. Non, la sécheresse, c'est que le cycle naturel de l'eau dans le monde est tel que désormais produit l'absence d'eau. Même si l'eau reste sur la surface de la Terre, dans les océans, mais de manière différente. Et, remarquez bien, une autre grande mystification s'impose. Les dominants vous expliquent pourquoi il y a la sécheresse. Changement climatique. C'est une des conséquences des phénomènes extrêmes du changement climatique, la sécheresse. Et ça est faux, parce que le changement climatique ne vient pas comme ça. Le changement climatique vient parce qu'on a abusé, on a contaminé, on a cassé les cycles naturels de l'eau, parce qu'on a contaminé, on a abusé, on a détruit les forêts, parce qu'on a dégradé les sols,
etc., etc. Le changement climatique est le résultat de ça. Et maintenant, on nous dit que la sécheresse est le résultat du changement climatique. Et puisqu'on nous dit que le changement climatique, c'est la nature, donc alors qu'on sait que depuis 1980, il y a des études qui démontrent ces 80 dernières années, la principale cause des changements de la nature sur la planète est due aux facteurs humains et pas aux facteurs naturels, eh bien on continue à vous vendre comme si les changements climatiques étaient un phénomène naturel, d'autant plus naturel à l'échelle mondiale qu'on ne peut pas résoudre. Et on nous invite à avoir seulement 2 stratégies de réponse à la sécheresse. La première est la stratégie qu'on appelle la stratégie de l'adaptation, puisqu'il y aura dans 40 ans toujours de moins en moins d'eau. Il faut s'adapter. Adapter. Et encore une fois, pensez un peu au rôle fondamental, politique, du concept d'adaptation. Vous pouvez vous adapter. Vous ne pouvez pas protester. Vous ne pouvez pas être radical. Vous ne pouvez pas proposer des alternatives de changer. Non, il faut vous adapter. L'adaptation est la seule voie, la première, des stratégies de dominants. Et la deuxième, c'est la stratégie qu'on appelle de la mitigation. Mitiger les effets des conséquences de la sécheresse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça signifie que si vous pouvez avoir l'argent pour vous permettre de payer des équipements, des infrastructures à la maison, ailleurs, en collectivité, pour avoir accès à l'eau de moins en moins abondante, ou de moins en moins accessible, ou de plus en plus coûteuse, eh bien alors vous avez bien fait une stratégie de mitigation. Et si vous êtes les grandes compagnies comme Coca-Cola ou Danone ou Nestlé, de production de yogourt ou de producteurs viticoles, et vous avez besoin de l'eau, et l'eau est accessible depuis, ou deviendra dans les années à venir, accessible uniquement en fonction du prix qui sera établi par les marchés de la bourse des matières premières de Chicago, qui s'est emparé de l'eau, eh bien alors là, vous avez une bonne stratégie de mitigation, parce que vous avez entre-temps été capable de vous adapter. Et ça, on appelle tout ça la stratégie de la résilience. Il faut être résilient. Et il faut que les villes soient résilientes. Il faut que les entreprises soient résilientes. Il faut que les ménages soient résilients. Il faut que les minières soient résilients, etc. Et la résilience se base sur quoi? Sur 2 choses. Vous pouvez être grand résilient à condition que vous avez un grand pouvoir technologique et un grand pouvoir financier. Un grand pouvoir technologique, parce que comme je vous ai rapidement fait référence sur l'artificialisation de la vie, les problèmes de demain seront toujours résolus par la technologie, d'après nos dominants. Et donc, si vous avez la possibilité de développer, de payer les développements technologiques, vous vous adapterez mieux. Et finance, eh bien, on va alors la finance pour financer. Les villes qui ne peuvent pas financer les développements technologiques pour résister au niveau de l'eau de mer qu'on annonce déjà plus d'un 1 mètre entre 2050 et 2070, eh bien, les villes seront submergées. Alors, pensez un peu que Lagos est une grande ville de l'Afrique. Et il y a une fois et demi la population de la Belgique. Et si vous voulez, il y a la même population que les Pays-Bas. Les Pays-Bas seront très résilients parce qu'ils ont déjà investi des milliers de milliards d'euros depuis 20 et plus années pour refaire tout leur système de digues. Ils sont en train d'inonder tous des polders et d'ouvrir d'autres polders. Et ils dépensent des milliards et des milliards. La gauche n'a pas dépensé même un euro parce qu'elle n'a pas d'argent.
Quelle est la destinée des 18 millions d'habitants de Lagos face aux 18 millions d'habitants des Pays-Bas? Qui sera résilient? Et pourquoi alors nous tous, nous acceptons le principe de résilience? Donc, gestion, ressources, bien économiques, avec toutes les implications que cela comporte. Et finalement, la conséquence de tout cela, c'est où est-elle la justice? Ne parle pas de démocratie, hein? Où est-elle la justice? C'est quoi être juste? Alors, permettez-moi de vous donner quelques éléments à partir de l'eau. Il y a 2,1 milliards de gens qui ne savent pas ce qu'est une eau potable. Une fois qu'on a donné ces chiffres, c'est un chiffre. Mais il y a 2 milliards de gens qui ne savent pas ce qu'est l'eau. Vous imaginez, vous, et vos enfants, et vos petits-enfants, moi j'en ai des petits-enfants, hein, qui n'ont pas accès à l'eau, qui ne savent pas ce qu'est l'eau. Ça deviendrait un drame. Mais il y en a 2 milliards, bon. C'est un chiffre. Data matters. Ensuite, il y en a 4,2 milliards qui n'ont pas de système hygiénique, de toilettes. Même pas un trou où déféquer, uriner. Encore, il y a, dans pas mal de pays, il y a des pourcentages énormes de gens qui défèquent ou urinent dans la rue publique, avec les conséquences qu'on sait. Et il y a 4 milliards 200 millions, le même, qui ont accès à l'eau de manière irrégulière et pas sûre. C'est-à-dire que la qualité de l'eau n'est pas garantie. Parce que, entre-temps, il y a à peu près plus de 4000 types d'eau minérale qui sont bu dans les cocktails ou à la maison ou dans les restaurants par nous. Et on nous dit que maintenant, même l'eau potable est contaminée parce que les mesures de potabilisation ne sont pas efficaces, etc. Et donc, on invite les gens à dire que l'eau minérale est l'eau la meilleure du point de vue de la santé, etc. Est-ce que ça, c'est de la justice? Est-ce que c'est de la justice qu'il y a aujourd'hui, restant toujours dans les domaines, 3,6 milliards de personnes qui n'ont aucune couverture sanitaire. Et c'est tout lié à l'eau. Hein. Et plus en général, du point de vue que les biens communs n'existent plus, publics, mondiaux n'existent plus, et qu'il n'y a plus de droits, qui aujourd'hui se préoccupe dans les campagne électorale, il y a maintenant une campagne électorale en Italie, c'est ridicule, c'est à émigrer de l'Italie. C'est incroyable. Mais où aller? Dans d'autres pays, on trouvera la même chose. Eh bien, il y a 4,6 milliards de gens qui n'ont pas de protection sociale. La vraie statistique, c'est que seulement 45% de la population mondiale a une protection sociale. Seulement 45%. Et l'on ne fait que refléter ça. Alors, que faire? Parce que je crois que je suis en train de consommer mes 45 minutes. Hein. Mais je crois que vous connaissez les Italiens. Vous leur donnez la parole, vous savez quand ils commencent à parler, mais vous ne savez pas quand ils terminent. Et sauf que vous aurez un pouvoir énorme, vous dites « chut !» alors les Italiens aussi s'arrêtent de parler. Quoi. Mais donc, face à tout cela, peut-on agir? D'après les dominants, pas tellement. Quand ils se rencontrent
à Davos, quand ils se rencontrent à Tchernobyl, quand ils se rencontrent ailleurs, quand ils se rencontrent, je ne sais pas moi, à New York, les dominants, à l'occasion de J7, J8, J20, ceci et cela, WTO, ils ne pensent pas qu'il soit possible de s'opposer à tout ça. Elles le disent. Repensez, ça fait désormais mes 3 ans de lutte terrible, à partir de mars notamment 2020, lorsque les dominants ont proposé de faire face au coronavirus, à la pandémie du coronavirus. Et ils n'ont jamais parlé, par exemple, de modifier le régime de la propriété intellectuelle, du droit de propriété intellectuelle, donc des brevets sur le vivant. Et alors, la mobilisation des gens s'est faite, et il y a 2 pays qui ont pris la tête d'un mouvement proposant une suspension provisoire. Attention, les paroles sont correctes. Hein? La suspension provisoire du régime de propriété des brevets sur les vaccins. Pas de suspendre le régime de breveté sur l'ensemble du secteur pharmaceutique ou médical, mais uniquement sur les brevets, sur les vaccins qu'on était en train de produire. D'abord, c'est fait partie de cette catégorie que j'avais dénoncée au début de mon intervention, qui ont pensé que j'allais gagner s'ils n'étaient pas radicaux, et qu'en proposant la suspension provisoire, bien, les dominants auraient accepté de suspendre leurs droits souverains. Eh bien, Nini, ils ont été plus féroces encore. Ils ont rejeté systématiquement toute suspension provisoire. Et pour cause parce que s'ils acceptaient la suspension provisoire, ça signifie qu'ils admettaient qu'on pouvait suspendre définitivement les brevets. Et alors que ceux qui l'ont proposé pensaient que j'aurais été un peu généreux face à des millions de gens qui allaient mourir, que les dominants auraient accepté cette espèce de pétition à être bons. Alors que le défaut de cette proposition de la suspension provisoire a été qu'ils admettaient qu'il y avait les droits de brevet. Et que donc admettaient le concept que la vie pouvait être brevetée. Et cette vie qui peut être brevetée, c'est-à-dire devenir propriété privée à but lucratif, a été sanctionnée en 1990 par la Cour suprême des États-Unis, qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle est contre tout critère éthique et moral, et il a dit que le vivant pouvait être breveté, devenir propriété privée à titre lucratif. Et alors, nous, pour sauver la santé des gens, on allait demander la suspension provisoire, pourtant qu'on arrive à donner aussi un peu de vaccins aux autres, quoi, par charité. Alors que la réalité est un problème de rapport de force et de rapport de pouvoir. Et que des citoyens qui pensent véritablement à la justice ne peuvent pas accepter qu'une structure de pouvoir, de domination, puisse être un élément de véhicule, même partiel, d'acte de justice. Et donc, les dominants ne veulent pas. Et nous alors, que peut-on faire? Moi, je pense que vous interviendrez, on pourrait discuter, mais pour moi, il y a la réponse aux problèmes qui ne sont pas seulement ceux de l'eau. L'eau est une manière de nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut se battre pour changer le système financier, la première chose, même pour l'eau. Tant que le système financier actuel est en vigueur, il n'y a pas de politique de l'eau alternative. Il faut réinventer la politique, deuxième. Il faut réinventer la politique. Parce que tant qu'on reste dans la logique de vivre ensemble, dominé par le principe de l'utilité, il n'y aura jamais de démocratie. Quoi, vous croyez que la Belgique soit un pays démocratique? Hein?
Par rapport à la santé, est-ce que les États-Unis est un pays démocratique? On ne va pas rigoler, hein? Est-ce que la France est un pays démocratique? Et si la France n'est pas un pays démocratique, parce qu'elle est un pays d'oligarques, quand tout le monde, en rigolant, dit Macron, c'est l'homme de la finance, mais c'est vrai que c'est l'homme de la finance, et ce n'est pas un président donc de la démocratie. Et d'ailleurs, le pouvoir est en main de qui en France? Du citoyen, du peuple. Et donc, deuxième chose, il faut nous réenchanter sur la politique. Tous ceux qui disent « mais la politique ne m'intéresse pas », ou ceux qui disent « les coups de la politique, les politiciens sont tous des corrompus, etc. » Peut-être qu'ils ont raison, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est de savoir est-ce que nous, les citoyens, sommes capables de nous organiser pour que les processus décisionnels en matière du présent et du devenir de l'ensemble des membres d'une communauté puissent être dans l'intérêt de tout le monde et définis par tout le monde. Comme c'était la constituante maintenant chilienne. C'est extraordinaire. Je vous conseille d'étudier bien la constituante chilienne de ces 3 dernières années, parce que c'est un bijou, un beau bijou de ce que pourrait être le chemin de la démocratisation de notre monde. Et j'ai fini avec le troisième, et puis ça a l'air d'être chrétien, même si je suis d'extraction chrétienne, de formation chrétienne, mais c'est la fraternité. Il faut le répéter. On ne peut pas accepter la rivalité. Alors que toute la culture actuelle, politique, économique, sociale, technologique, c'est la rivalité. Il faut être compétitif. Il faut être dans les marchés les plus forts. Et on pratique le fait que, au fond, seulement les plus forts survivront. Nous pensons que seulement les plus forts survivront. Alors, entre-temps, 2 milliards de gens sans couverture sanitaire, ils mourront. Et à tout cela, à partir de ces 3, tout cela découle. Il y a toute une série, après 40, 100 mesures concrètes, économiques, financières, administratives, culturelles, qui peuvent être prises. Voilà, je m'arrête là, en espérant de ne pas avoir trop dépassé les 45 minutes. Merci beaucoup. Je crois que Ricardo nous a adressé ici un tableau assez sombre du monde actuel. Je ne sais pas si vous allez en réagir et comment. En tout cas, sachez que vos interventions seront enregistrées par les caméras de Pour qui co-organisent cette réunion, cette soirée. Et donc, soyez le plus court, le plus efficace possible. Et donc, quelqu'un a-t-il une question à poser d'abord? Vous êtes dans l'ombre, je ne vois pas, mais... Voilà. Micro. C'est bon? On m'entend? Oui. Un peu plus fort. Je crois me souvenir qu'il y a quelques années, dans un pays d'Amérique latine, l'eau avait été privatisée et qu'à la suite de ça, il y a eu une mobilisation de tous les citoyens. Bon, mais en Amérique latine, ils sont capables de faire des choses comme ça. Et je vois qu'en Europe, je ne sais pas si on est à même de les suivre. Mais grâce à cette mobilisation, eh bien, ils ont retourné la vapeur, c'est-à-dire qu'ils ont regagné leur eau qui est redevenue publique. C'était quel pays en Amérique latine, Ricardo? Tu te souviens? En Bolivie. Je ne sais plus. Mais ça a existé, mais ça fait peut-être 20 ans de ça. C'est très ancien. Voilà. Oui, oui. D'autres questions? En attendant que vous décidiez, moi je vais en poser une. Tu nous dresses un tableau, effectivement, de ce que les dominants veulent, mais il y a quand même des résistances qui s'organisent, et tu nous as parlé tout à l'heure de Viva Quoi.
c'est la société qui distribue l'eau ici en région bruxelloise. Vivoaqua est une société publique gérée par des techniciens, mais sous la direction de responsables politiques régionaux. Et donc, il y a des endroits où cette logique dominante est quand même remise en question. Et j'ai cru comprendre aussi qu'en France, beaucoup de communes ou d'intercommunales quittaient la gestion privée pour revenir à des régies publiques. Donc, s'il y a une force dominante dans un sens, il y a quand même des réactions et des résistances de par-ci ou par-là. Oui, en ce qui concerne l'Amérique latine, c'est très important de voir de tout près cela parce que l'Amérique latine est aussi un terrain d'expérimentation de processus innovateurs considérables. Pour l'eau, notamment, elle a permis de révéler les régions fondamentales, entre autres, des peuples indigènes. Et les peuples indigènes se sont révoltés contre le système à partir de l'eau. Et c'est pour cela que dans tous les pays d'Amérique latine, où il y a des peuples indigènes, la lutte a été très importante. Il y a eu la lutte des peuples indigènes et la lutte des peuples urbains ou traditionnellement, disons, de type occidental. Et je crois que ça a été très, très aléatoire, la situation a changé toujours considérablement de manière rapide en fonction des variations rapides des régimes politiques et des forces politiques au pouvoir. Et j'ai cité tout à l'heure qu'avec Pinochet, on est arrivé au maximum de cette privatisation de l'eau à l'intérieur même de la Constitution chilienne. On va à l'extrême de Venezuela avec Chavez qui a avancé une nationalisation de l'eau comme du pétrole, etc., assez générale qui a provoqué les réactions donc de toutes les forces conservatrices en Amérique, mais aussi en venant de l'Amérique du Nord. Et en passant par toute une série de pays comme la Bolivie. La Bolivie a été un des pays les plus remarquables à la lutte pour la républicisation et contre la privatisation. On connaît bien ce qu'on avait appelé la guerre de Cochabamba, là où, par exemple, le gouvernement qui était présidé par un Américain d'origine bolivienne avait autorisé la compagnie de distribution privée américaine de faire payer même les paysans qui ne recevaient pas l'eau gérée par la compagnie urbaine. Et c'est ça qui a fait la révolte des paysans et des peuples indigènes contre. Pour dire donc l'Argentine également, le Brésil, c'est un terrain terrible, importante pour ce qui concerne l'eau, parce que le Brésil est un des pays qui a les ressources, les réserves d'eau les plus importantes, troisième au monde. Eh bien, c'est les pays où les gens qui n'ont pas accès à l'eau, et pas seulement dans le nord-est sec, mais partout, parce que même dans les grandes villes de Rio, de Sao Paulo, le problème n'est pas qu'il manque l'eau. C'est le problème qu'il n'y a pas d'infrastructure, ils n'ont pas de logement, il y a tout ça. Donc, bref, je crois que c'est important de penser que les expériences de l'Amérique latine sont très importantes. Le bilan est mitigé et je dirais qu'il y a des moments où la phase est favorable à la républicisation et des moments où les victoires, disons, de peuples locaux indigènes en particulier, irritent les structures économico-financières dominantes à partir des lieux centraux des États-Unis et les interventions qu'on a connues maintenant pour le Chili, la campagne énorme que les États-Unis ont fait contre la constituante, la nouvelle constitution chilienne a donné les résultats. Et ça a fait que
tous ces problèmes sont complètement mystifiés par toute une série de rapports de force et du fait que les États-Unis considèrent l'Amérique latine non seulement ours. Vous savez que depuis 1905, la doctrine Hoover, les États-Unis considèrent l'Amérique latine ours, leur. C'est leur. Il n'y a pas d'autres. C'est eux qui sont ours. L'Amérique latine, c'est notre. C'est comme nous, on dit notre Méditerranée, mais d'une autre manière. Et donc, pour revenir maintenant à ce qu'Alain a souligné, c'est vrai qu'il y a toute une série de résistances, de républicisation qui se font grâce à nos amis de l'Agora des habitants de la Terre, du Clermont-Ferrand, qui d'ailleurs ils se battent pour les droits à l'eau et le bien commun depuis bien avant le fait qu'ils participent à l'Agora des habitants de l'eau, ont obtenu que les 21 communes de Clermont Métropole sont revenues à la régie. Et donc c'est très important. Il y a beaucoup de retours en régie en France, surtout au niveau des petites collectivités locales, parce qu'ils se rendent compte que le système de production et de distribution de l'eau potable, de l'eau pour les activités économiques, centralisé par des grandes compagnies, pénalise surtout les petites communes. Et donc, ils ont intérêt à revenir au niveau local. Et ça, il y a, en Allemagne, par exemple, encore est forte la régie municipale, parce que les traditions d'autonomie en Allemagne sont tellement fortes que la privatisation de l'eau a rencontré toujours des limites et des difficultés. Mais à partir de l'exemple qu'Alain a fait sur Vivaqua, je le généralise un peu aussi à l'Allemagne et en France, Clermont Métropole, encore, il faut attendre quels sont les régimes, les statuts de leur entreprise. Mais prenons Vivaqua. C'est vrai que Vivaqua, les propriétaires de Vivaqua sont les communes qui apportent l'infrastructure, etc. C'est vrai que le contrôle décisionnel de politique, les plans, le budget doit être approuvé par les communes, etc. Mais Vivaqua applique la politique de l'eau, du prix abordable et typiquement d'une société privée. C'est-à-dire que... Au moins, ils n'ont pas d'actionnaires à rétribuer. Ça fait une différence. Non, c'est à voir. Il y a un grand débat là-dessus. Hein. Il y a un débat. Ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident qu'ils n'ont pas d'actionnaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dividendes, mais les communes reçoivent. Et ça, ce n'est pas en termes de fait que c'est une contribution au BBSC qui augmente les capacités financières des communes, et pas nécessairement dans le domaine de l'eau pour faire ces choses. Donc, ce ne sont pas les communes qui reçoivent des dividendes, ce sont des élus politiques qui reçoivent des dividendes à titre privé. C'est encore pire. Je vous remercie pour cette précision. Donc, les principes de full cost recovery, c'est-à-dire que la politique de gestion, je vous parlais de gestion de la ressource, la gestion des ressources dans nos sociétés est régie par le principe de la récupération totale des coûts totaux. Et dans l'économie de marché, l'économie capitaliste, la récupération des coûts totaux, y compris donc les profits. C'est-à-dire que Vivaqua applique le principe du prix de l'eau qu'il nous facture à partir de la récupération des coûts totaux, qui comprend un profit, mais ces profits, après, à différence d'une société privée, ne les distribue pas à ses actionnaires, parce qu'il n'y a pas d'actionnaires, sont propriétaires, ne sont pas actionnaires. Donc, mais ils appliquent le principe privé. Et un jour, j'ai participé, il y a 2 ans, à une réunion de Vivaqua. Moi, j'avais l'impression de me trouver devant des actionnaires de Suez, parce qu'ils faisaient le même langage. Donc, j'attire l'attention que c'est une de ces mystifications qui a toujours marqué un peu la gauche, d'accepter certains concepts des dominants
en faisant semblant que c'est une mutation importante, une révolution par rapport à la situation de privatisation et de marchandisation. Tant que une entreprise publique applique les principes que te fait charger, te fait payer l'eau en fonction de la récupération de tous les coûts totaux, tous les coûts de production, y compris les profits, tu n'es plus en régie publique. Mais justement, par rapport à la gestion de l'eau dans la région bruxelloise, j'ai d'abord une remarque après une question. Il y a Vivaqua, mais il y a Aquiris, qui est tout à fait privé. Donc, c'est le traitement des eaux usées. Il y a 2 centrales d'épuration, une pour 300 000 au sud, Drogenbos, qui est publique. Il y a une à 1 million pour 1 million d'habitants de la région bruxelloise, plus des communes autour en Flandre. Et c'est Veolia qui gère ça. Ils gèrent ça évidemment avec l'intérêt des profits. Et donc, ça fait quoi, 10 ans qu'ils sont coupés. Ils ont dit, ouais, Bruxelles envoie trop de sable et je ne sais pas quoi. Ouais, c'était que du chantage, je pense, c'était assez clair. Et donc, on paye avec notre facture de l'eau aussi les traitements. Alors, la question, c'est est-ce que ce n'est pas un moyen indirect de privatiser l'eau en passant par cet assainissement privé? Je n'ai pas eu le temps de parler de la gestion dossier de toutes les activités du cycle de l'eau. Je me suis limité à la production et distribution de l'eau potable. Mais vous avez bien fait de rappeler qu'une des activités de plus en plus importantes au cours de ces 15-20 dernières années a été la gestion des eaux usées. Parce que plus notre système contamine la nature, pollue les lacs, les fleuves, les nappes, plus il est besoin de recycler les eaux usées. Alors, non pas nécessairement pour rétablir le caractère naturel à l'état qualitatif naturel de l'eau, mais pour éviter une pérennisation dans les cycles de la contamination et de la pollution. Bien entendu, les critères de traitement des eaux usées n'est pas le même traitement de la potabilisation. Cependant, est devenu une affaire de business énorme, de sorte que depuis une vingtaine d'années, c'est plus rentable d'investir dans la partie traitement de l'eau usée que dans la partie potabilisation ou production de l'eau en tant que telle. Parce que c'est quoi là? Là, c'est un exemple de l'artificialisation parfaite. C'est-à-dire que la remise au supposé recyclage, la remise en bon état pour être redonnée, restituée à la nature des eaux usées est entièrement artificielle, c'est un produit chimique. Des produits chimiques, ce n'est pas la nature, il n'y a pas cette renaturalisation de l'eau des fleuves. Les fleuves le font, les lacs le font. Ils se nettoient spontanément. Mais seulement qu'on a arrêté ce recyclage spontané de la nature. Et on l'a substitué, parce que ce n'est plus possible, et on l'a substitué par nos stations de recyclage des eaux, qui est un business terrible. Pour vous donner un exemple de ce qu'est la signification du recyclage de l'eau à travers le traitement des eaux usées, qui ont un tas de problèmes, la seconde plus ancienne banque suisse est Pictet. Pictet, très innovatrice, en l'an 2000, a créé des fonds bleus collectés sur les marchés des capitaux pour investir dans les entreprises actives dans l'eau. Et c'était surtout les entreprises impliquées dans toutes les productions technologiques, de produits, etc., pour le traitement des eaux usées. Pictet est devenue la société dont les rendements est resté depuis 20 ans en top des rendements boursiers, et il flotte
entre 30 et 36% de rendement. C'est pendant 20 ans. Et ils disent qu'effectivement, ils expliquent qu'ils font ça pour le bien-être de l'humanité et de la nature. Parce qu'ils recyclent. Et ils traitent de nouveau les eaux usées. Mais c'est tout un secteur privé, ça. C'est tout un secteur privé. Un autre exemple de l'importance de ça, c'est quand finalement les socialistes et les écolos ont obtenu l'apparent retour en régie de l'eau de Paris. Vous avez la chose la plus difficile qui a été de négocier entre ceux qui voulaient la ville de Paris et Suez et Veolia, les deux côtés qui géraient en partie l'une et l'autre de Paris. Ben, ça a été les connaissances accumulées par les entreprises privées en matière d'R&D appliquées au secteur de recyclage et de traitement des eaux usées. Alors, ben, je pourrais multiplier l'importance de ça, et que pour l'instant est l'un des véhicules à travers lesquels la privatisation de tout le cycle de l'eau s'est fait. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Petrella. Moi, je vous suis depuis le contre-sommet de la Société de l'information dans les années 90. Et j'ai beaucoup appris et j'apprends encore. Et j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui votre remarque par rapport à la radicalité. À la radicalité, vous dites qu'on évacue ce terme, y compris parmi la gauche ou la soi-disant gauche. Bon. Moi, je voulais donner deux petits exemples pour quand même avoir un peu d'optimisme et qu'il y a des luttes qui réussissent. D'une part, c'est au côté femme, comme je suis féministe, c'est Vandana Shiva en Inde et dans certains États, comme le Kerala en Inde, qui sont gérés par les communistes depuis des années, où la majorité de la population, les simples paysans analphabètes, ont chassé Coca-Cola, qui puisait dans les sources et qui polluait leurs champs, et ils ont gagné. Alors, un autre modèle que je voudrais donner, on va dire que je suis un peu nationaliste, je suis grec, ayant vécu ici, mais ce qui se passe en Grèce pour l'instant, depuis 2008, c'est vraiment des exemples que nous devons suivre, parce que il y a des grosses victoires. Bien sûr, on a été traumatisés, massacrés par la Troïka et toutes les directives européennes, chose que maintenant nous subissons ici aussi, sans beaucoup de résistance. Ça vient un peu en Grande-Bretagne. C'est qu'en Grèce, nous avons un parti communiste très puissant. Peut-être qu'on ne fait pas la majorité, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous sommes dans... c'est un parti communiste très ancien, parmi les plus anciens d'Europe, qui mène tous les combats anti-impérialistes contre la guerre. Ils ont arrêté des navires, des trains qui transportaient du matériel militaire de l'OTAN. Ils ont bloqué des ports, ils ont bloqué des bases militaires et tout ça. Ils dénoncent. Ils sont très forts, mais il y a un cas que je pense qu'on doit suivre, c'est le cas du maire de Patras. Donc Patras, c'est le deuxième port de Grèce, c'est la troisième ville de Grèce. Et le maire est un cardiologue communiste, il s'appelle Kostas Pelletidis, il est extraordinaire. Et lui, il est dans la radicalité avec toute la population. Il a été réélu pour la deuxième fois. Il fait des marches comme avant dans... les anciennes marches des partis communistes, sur 200 km, de Patras jusque devant le Parlement, pour refuser toutes les directives européennes, toute la dictature. C'est de la dictature, hein. Et donc, lui, il n'applique rien. Donc, l'eau, chez lui, est publique, le port est public, tout est public. Il engage du personnel au niveau municipal. Enfin, je ne vais pas tout donner, mais
il est dans la résistance et la désobéissance et dans la radicalité. Comme d'autres maires communistes. Alors je vais donner un autre cas qui est vraiment exemplaire, et vous connaissez bien les pressions de l'Europe et la dictature européenne maintenant. C'est en Grèce, il y a quelques mines de nickel, et ce sont les seules mines au niveau européen. Le nickel est en pleine augmentation, le prix augmente à la tonne, tous les jours c'est un autre prix. Et donc avec le nickel, on fabrique des batteries électriques dont on a tellement besoin et d'autres productions. C'était la dernière usine européenne publique et l'unique au niveau du nickel. Et l'Europe a insisté en imposant des sanctions passant par la Cour européenne, des millions et des millions d'amendes chaque mois pour privatiser. Et donc, moi je suis cette lutte et j'ai organisé une conférence ici de soutien au Piano Fabrique. Les travailleurs, donc 4000 travailleurs ont fait une grève sans indemnité de syndicale parce qu'ils sont tous pauvres là-bas. Pendant 30 mois, ils ont lutté et ils ont obtenu la victoire. Alors là, je salue cette radicalité. C'est ce qui nous manque ici. On peut le faire, mais il faut de la volonté. Il faut des organisations communistes, des syndicats communistes, et pas de la social-démocratie. Voilà. Merci beaucoup pour ces soutiens et ces informations sur ces exemples. Vous avez répété une chose importante, c'est que la radicalité, effectivement, doit partir par le local. Et on a beaucoup d'exemples de maires, de municipaux qui se battent véritablement et qui, pour arriver à obtenir un tout petit peu, c'est la bataille de leur vie, quoi. Mais il faut soutenir ces gens. Et nous, comme Agora, maintenant, dans les prochains mois, peut-être si on peut avoir non pas une liste ou des personnes qui sont intéressées, on va vous envoyer l'information sur les activités que nous comptons faire dans ce domaine. Une tout à fait symbolique, on a déjà mise en chantier, c'est que contrairement aux tendances des dominants à oublier les droits à l'eau, et de dire que le droit à l'eau, c'est l'accès à l'eau sous base équitable à prix abordable. Nous avons déjà en Argentine 3 villes, 3 conseils municipaux qui ont décidé de considérer Jour mondial du droit universel à l'eau le 28 juillet. Le 28 juillet est l'anniversaire, le jour anniversaire de la Déclaration des Nations Unies de l'ONU sur le droit universel à l'eau. Et donc, on voudrait, et puisque les dominants depuis 2010, 28 juillet 2010, ont fait systématiquement l'action de faire oublier qu'il y a cette résolution de l'ONU, nous, comme en Agora, on propose maintenant aux villes d'adopter le principe que le 28 juillet, c'est le jour mondial du droit universel à l'eau. À différence de la journée mondiale de l'eau du 22 mars, qui a été inventée par la Banque mondiale en 1993 et qui est devenue la journée officielle des États et qui a été l'occasion principalement, a fait beaucoup de bonnes choses, hein, la journée mondiale de l'eau, les gens, les associations qui ont pris l'initiative, mais c'était dans un milieu et dans un cadre qui de facto contribuait à publiciser et à diffuser les concepts dominants sur la politique de l'eau et sur l'eau. Donc, il faut nous détacher de cela et demander aux associations aussi locales, grâce aux villes et aux communes, de revenir sur la mémoire. Une autre fois, peut-être, je vous raconterai comment c'est arrivé que l'ONU a adopté une résolution sur les droits universels de l'eau, malgré l'opposition de tous les pays les plus forts.
ce serait effectivement beaucoup plus gai de ce que je vous ai raconté maintenant, mais enfin, on n'a pas le temps, donc je m'engage à maintenir une promesse d'information dans l'avenir sur comment l'eau est devenue un droit universel il y a en 2010, et qui fut exceptionnel, extraordinaire. Mais donc, c'est au niveau local qu'il faut agir. Voilà, je voulais rebondir justement sur ce qu'a dit ma camarade Fotoula et ce qui vient d'être dit là maintenant à l'instant. Je pense que s'il y a un endroit, un lieu d'intervention à partir duquel on peut organiser la riposte, c'est bien le niveau local. Le niveau, et en Belgique, c'est les communes, par exemple. Le souci, si je reprends l'exemple à propos duquel je vous ai interrompu tout à l'heure, c'est que le niveau local, les politiques, ne croient pas au public. Et l'exemple que je vous citais, à savoir que les dividendes qui sont versés par Vivaquam et par d'autres intercommunales le sont à titre personnel, individuel et privé à des élus, ce que ça signifie, ce que ça traduit, c'est justement la collaboration des politiques avec le privé, parce que la majeure partie des revenus de ces intercommunales sont privés, il y en a une partie qui est reversée aux élus. Donc, si on doit recroire à la politique, revivifier la politique et revivifier la démocratie, à mon sens, il y a un endroit où on peut le faire, c'est au niveau communal, mais on doit littéralement botter les fesses, littéralement, des élus communaux pour qu'ils cessent de collaborer effectivement avec le privé. Ils mettent sans arrêt aussi des partenariats privés, publics, où ils se font couillonner à mort, en fait, puisqu'ils n'y gagnent rien. Au contraire, c'est eux qui payent généralement les investissements, les pertes et des choses comme ça, et les profits ne sont jamais pour eux. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment parvenir à les convaincre de recroire de nouveau au public et de répondre de nouveau aux besoins des gens, au lieu d'être sans arrêt à la remorque du privé, parce que, pour le reste, les autorités, notamment au niveau de l'Union européenne, ne sont là pratiquement, comme l'a dit également Fotoula, que pour empêcher toute initiative de type public et qui puisse répondre de manière publique et à un coût raisonnable, etc., à des besoins collectifs. Voilà. C'est pour cela que, merci de me permettre, je suis depuis longtemps, presque toujours, à dire que les changements viennent du local et que prend ses formes variables, plurielles, belles dans le local. Mais comme Alain sait, moi je dis, si on s'arrête uniquement à dire que l'initiative, le changement doit venir du local, en oubliant les actions qu'il faut faire au niveau global, mondial, du système financier, des structures de pouvoir politique, de la vision de la vie, les locaux resteront c'est comme une petite oasis qui peut marcher ou pas, mais ça ne permettra pas à long terme de faire les modifications radicales du système. Donc, c'est pour cela, si on veut que les retours en régie, disons, on en a discuté, c'est un bon exemple, les retours en régie ne signifient pas une modification du système financier, eh bien, les retours en régie deviendront un instrument comme d'autres de maintien du régime financier. Si les retours en régie se fait dans une structure où les gens considèrent que le public, que l'État n'est pas la forme pour l'instant, bien entendu, il faut changer les formes actuelles d'État. Pas État centralisé, pas État bureaucratisé, pas État unitaire dans les sens des principes formateurs, un peuple, un Dieu, une nation, pour dire, par exemple, ça qui reste beaucoup ça, dans la notion d'État, cette identification expropriatrice de la notion de l'État, qui est l'État national, qui est l'État dédié du peuple. Maintenant, le peuple est en train d'être exproprié par cet État-là. Nos États ont exproprié le peuple. Inutile de dire un État et le peuple.
Non, non, le peuple a été exproprié. Et c'est alors, moi, j'arrive à faire une réforme importante dans le domaine de l'eau, de la santé, l'hôpital public, par exemple, on peut dire que c'est tout local aussi, à faire des hôpitaux locaux. Mais ensuite, reste que les cadres généraux de la conception de ce qu'est le politique, c'est que le public, c'est que l'économie reste, au contraire, va dans le sens actuel. Et c'est pour cela que je regrette de ne pas avoir le temps de parler de tous les problèmes de l'artificialisation et de la technologisation de la vie. Eh bien, même le local restera insuffisant et la radicalité du local sera extrêmement limitée. C'est pour cela qu'il faut prendre le tout en termes d'aller aux racines. Et les racines actuelles de la finance sont micidiales. Ils sont incompatibles avec la démocratie et la justice. Si on ne change pas les racines financières, en un mot, la finance, c'est un système qui doit permettre à une communauté de bien équilibrer les rapports entre l'épargne et l'investissement. C'est ça la finance. Et la finance est structurée autour de deux grands sous-systèmes, que c'est le système de l'épargne et le système de l'investissement. Jadis, il y avait un système qui était réglé politiquement. On réglait la fonction de l'épargne. Et l'épargne était surtout, les caisses d'épargne étaient surtout des institutions financières publiques. L'investissement était un autre système, grand système. Et c'est pour cela qu'on faisait les institutions publiques de crédit, comme les banques centrales, et ensuite d'autres formes de banques qui étaient des banques de crédit aux entreprises, les banques de crédit aux petites entreprises, les banques aux travailleurs, etc., etc. Et tout cela était réglé. Était, bien entendu, resté la notion capitaliste, mais c'était très contrôlé, c'était très nuancé la vision capitaliste, parce que les caisses d'épargne avaient une fonction importante sociale. Une caisse d'épargne pouvait récolter vos épargnes pour ensuite uniquement financer votre accès au logement. C'était une certaine forme de sécurité sociale. Ils ne pouvaient faire rien que ça. Ben, pour être bref, et j'ai terminé, pour être bref, aujourd'hui, les deux fonctions ne sont plus séparées, n'obéissent plus à toute une série de règles. N'importe qui peut faire l'épargne, peut faire l'investissement. Même Carrefour, même les grands distributeurs peuvent vous donner de l'argent, prêter de l'argent, faire des investissements. Désormais, la finance globale. Mais cette finance globale est devenue une finance mondiale. Et donc, il n'y a plus de règles. C'est autrement dit, et je termine, la finance actuelle est le secteur de l'économie le moins réglé, le plus libre. Les bourses peuvent faire ce qu'elles veulent. La bourse de Chicago a décidé qu'il fallait ouvrir le marché boursier spéculatif des futures et des options à l'eau, elle l'a fait. Vous savez bien que les bourses sont gérées par des sociétés privées. Et vous savez que la régulation des bourses est autoréglée. Il n'y a pas de régulation de la part de l'État. C'est autoréglé. Et la bourse de New York a pu décider de dire que tout le monde naturel est un avoir financier. Et ils se sont déclarés prêts à gérer 30% du monde naturel en tant que bourse. Et les pouvoirs publics, pour l'instant, ne peuvent rien intervenir. Et au sommet de tout de la situation en finance, c'est que la monnaie n'est plus publique. La monnaie est un bien privé. Qui fait la monnaie, c'est plus l'État. La monnaie est faite par les entreprises sur les marchés. Chaque fois qu'une entreprise veut faire un investissement, il va demander au marché, donc il crée monnaie en circulation. Et ce sont les entreprises qui créent les monnaies. On a privatisé la monnaie. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on a Alain dit que j'ai décrit de manière noire, mais encore ce n'est pas tellement noir le mien, la description, parce qu'elle est vraie, non?
Ce que je vous dis, ce n'est pas des racontards. C'est comme ça. Donc, le local dans tout ça, il ne faut pas le glorifier de manière inconsciente. Il faut le glorifier parce qu'il faut faire les choses au niveau local, quand on se voit de près. C'est ça la proximité, le concept de proximité et la distance. Et la manière dont une société gère la distance ou la proximité va être une telle société ou une autre société. Et c'est tout cela est très important. Mais l'esprit, ensuite, c'est l'esprit et c'est lui des droits et des biens communs qui peuvent donner à la distance ou à la proximité, à la résilience, à l'adaptation, tout leur sens bon si il est encadré dans le principe de l'égalité et de la mondialité de l'égalité. Hein? Je crois que ce n'est pas le mot de la fin, ça. Hein? Non. Je voulais quand même faire un petit bémol par rapport à ce qui a été dit sur Vivaquois. Les élus qui gèrent et qui viennent aux assemblées générales de Vivaquois reçoivent des jetons de présence, mais certainement pas des dividendes. En fait... Ça a un nom différent, c'est la même chose. Hein. Je suis désolée. Un jeton pas sur les mots. Si, c'est important. Un jeton de présence... Leur jeton de présence représente la majeure partie de leur rentrée et c'est ce pourquoi ils essaient d'arriver à obtenir un maximum parce que ce n'est pas ce qu'ils touchent en tant qu'élus, tout con, qui fait leur fortune. Mais les jetons de présence ne sont pas fonction de la rentabilité de l'entreprise, c'est décidé auparavant et ça reste toujours le même. Et il y avait dans le passé une rétribution des communes parce que c'est elles qui avaient investi dans tous les systèmes de distribution et d'épuration de l'eau, mais maintenant c'est fini, c'est la région qui finance, et donc les communes ne sont plus rétribuées, et il n'y a pas intérêt effectivement à augmenter le bénéfice. Le but de l'intercommunal, c'est de gérer au moindre coût la production et la distribution de l'eau. Maintenant, les politiques qui gèrent ça ne sont pas tous des saints, mais ce sont des politiques que nous élisons. Et donc, il faut peut-être choisir ceux qui sont dans la logique dominante et ceux qui sont dans la logique de résistance. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Parce que tu les connais sûrement mieux que nous. Pardon ? Donne-nous les noms de ceux qui sont dans la résistance. Ça peut discuter hors de la conférence. Elle veut foncer encore davantage dans les tableaux. Hein, parce que si on ne trouve, et c'est difficile d'en trouver, qui sont dans la résistance, c'est terrible. Hein. Non, mais enfin, il faut jamais, me semble, oublier que la seule force que nous avons, celle des résistances, la force de la résistance, est effectivement la radicalité parce qu'on est optimiste. Dans le sens parce qu'on veut changer, pas optimiste banal comme ça, mais c'est la résistance, c'est la volonté de changer et la croyance qu'on va changer. Et ça, c'est vrai. Même maintenant, par exemple, on peut dire, par rapport à la constituante chilienne, le fait qu'on a réussi à obtenir qu'il y ait une constituante... Ricardo, ton micro. Ah bon, excusez-moi. Ouais. Le fait qu'on a obtenu au Chili la création d'une constituante si ouverte, si populaire, ben, c'est un acquis dont la capacité de construction alternative dans les années à venir va rester intacte. Et donc, bon, c'est une bataille forte, importante perdue aujourd'hui, parce que c'est hier qu'ils ont voté, mais le fait qu'on avait obtenu l'autre grande, c'est bon. Donc, il faut toujours espérer. C'est ça la radicalité aussi. Il n'y a pas de radicalité s'il n'y a pas l'espérance qu'on gagnera. Je vais prendre une dernière question et puis on va peut-être s'arrêter. Il y a plus de 2 heures que nous travaillons, donc c'est bien. Olivier, tu n'avais pas de question? Ah non, j'ai cru, il a levé la main, mais c'était pour une autre raison. Voilà. S'il n'y a pas de question, je voulais juste faire une autre remarque par rapport à la privatisation et la possible recommunalisation. On est ici à Saint-Gilles. À 300 mètres d'ici, il y avait la compagnie
communal du gaz et de l'électricité. Donc, on avait à Saint-Gilles du gaz communal et de l'électricité communale. L'électricité produite ici, à côté, à la base du charbon. Le gaz, je crois, ce n'était pas produit là, c'était acheté, mais il y avait le stockage. Donc, et ça, c'était après une phase fin 19e siècle où c'était complètement privé, c'était des entreprises anglaises. Et donc, il y avait une lutte autour de 1900, donc, je crois pas seulement en Belgique, en plein de pays en Europe, pour la communalisation du gaz et de l'électricité. Et donc, ils ont gagné à cette époque-là. Pourquoi on ne pourrait pas gagner dans le futur? Voilà. Merci. Et maintenant, tu as un J. Maintenant, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons peut-être terminer la soirée en remerciant évidemment Ricardo d'avoir accepté de venir ce soir et en remerciant aussi les deux organisations qui ont co-organisé cette soirée, Pour et Attaque. Les acteurs des temps présents qui nous accueillent évidemment.